Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie Savoie et bienvenue au webinaire du WDI en langue française. Le WDI, qui veut dire en anglais Women's Declaration International, c'est l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, tels qu'ils ont été définis dans la CEDAW, c'est-à-dire la Convention de l'ONU pour l'élimination de toute discrimination à l'endroit des femmes et des filles. Le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. C'est en fonction de leur sexe que les femmes et les filles subissent des violences et non en fonction d'un ressenti quelconque. Notre déclaration compte déjà plus de 39 000 signataires répartis dans 160 pays et le nombre augmente d'environ 200 par semaine. Elle a aussi été signée par 542 organisations dans le monde. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est déjà fait. Notre déclaration se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 1er réaffirme que les droits des femmes sont fondés sur le sexe biologique. L'article 2 réaffirme que la maternité est un statut exclusivement féminin. L'article 4 réaffirme le droit des femmes à la liberté d'expression et d'opinion. L'article 7 réaffirme le droit des femmes aux francs jeux en sport. Et l'article 8 réaffirme la nécessité d'éradiquer la violence à l'endroit des femmes. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sophie Durocher. Nous sommes très heureuses de recevoir. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Sophie Durocher est une personnalité tellement connue au Québec qu'ici, elle se passe de présentation. Mais comme le webinaire est diffusé en Europe également, on va la présenter. Je vais vous dire tout d'abord que c'est une journaliste, une chroniqueuse et une animatrice de radio qui s'intéresse depuis toujours à la scène culturelle du Québec et qui s'exprime aussi sans détour sur certains enjeux de société. Sophie est bien connue pour son indépendance d'esprit et son franc-parler. Elle aborde des sujets si controversés que la plupart des personnalités des médias osent à peine y toucher, de crainte de subir les foudres d'une certaine gauche. Donc, il y a une certaine autocensure sur certains enjeux de société. C'est la première journaliste au Québec à avoir abordé de front les effets de l'idéologie de genre sur les droits des filles et des femmes. Elle n'hésite pas à défier certaines idées dominantes, parfois même érigées en quasi-dogme, si elle juge qu'elles vont à l'encontre plutôt des droits des femmes, qui lui tiennent visiblement très à cœur. Sophie Durocher a récemment publié un essai percutant et fort bien documenté intitulé Où sont les femmes? L'effacement du féminin dans l'espace public, dont elle a accepté de parler avec nous aujourd'hui. Paru à la fin de l'année dernière, son livre est rapidement devenu un best-seller et est actuellement en réimpression. J'ai lu avec un réel plaisir ton essai Où sont les femmes? Dont le sous-titre est, comme on l'a dit, L'effacement du féminin dans l'espace public. C'est un livre qui décoiffe, qui brasse la cage, comme on dit ici, et qui apporte un vent de fraîcheur, que dis-je, une rafale de fraîcheur dans un paysage médiatique assez uniforme et assez, disons, consensuel a priori. Mm. Certaines idées sont sans cesse répétées, mais jamais remises en question. Toi, tu les remets en question. Dans ton livre, tu abordes de front des sujets si délicats qui sont presque toujours soigneusement évités par la classe médiatique. Par exemple, pour en donner quelques-uns, il y en a beaucoup de ces sujets délicats. L'avortement sexo-sélectif qui a cours dans certaines communautés culturelles au Canada ou la banalisation du voile islamique chez les petites filles. De par ton métier, tu es une artisane du langage et la question du langage te semble primordiale dans ce débat. Tu constates l'effacement des femmes dans le langage qui, selon toi, laisse présager de leur effacement dans la société. Mhm. Et pour te citer, on assiste à la disparition du mot femme, éclipsé par différentes expressions comme personne avec un vagin ou personne ayant accouché. On use de périphrases et on se livre à des contorsions dignes du Cirque du Soleil pour ne plus dire le mot femme. Tu as même cité le cas du député libéral André Morin qui a voulu faire retirer le mot femme par un amendement, faire retirer le mot femme d'un texte de loi sur la réforme, ça ne s'invente pas, du droit de la famille, pour le Mm. remplacer par personne qui a donné naissance à l'enfant. Comment expliques-tu cet évitement du mot femme et son remplacement par toutes ces périphrases? Ben, d'abord, bonjour Marie, bonjour à
toutes les femmes et à tous les hommes qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et comment j'explique cet effacement? En fait, on a juste à écouter les raisons qu'invoquent les gens qui pratiquent cet effacement pour avoir la réponse. La réponse est toujours la même. On fait ça, on utilise de périphrases, on prend des circonvolutions langagières pour ne pas faire de peine à une minorité de gens, soit les personnes transgenres et les personnes non binaires. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on va sur le site du gouvernement du Québec, qu'on veut se renseigner, par exemple, sur ce que pense notre bon gouvernement de la meilleure alimentation pour une femme enceinte, on se retrouve devant un vocabulaire où le gouvernement du Québec parle de la meilleure alimentation pour des personnes enceintes. Ça laisse supposer que quelqu'un d'un autre sexe que le sexe féminin pourrait tomber enceinte, ou que quelqu'un qui est non-binaire, donc quelqu'un qui ne s'identifie ni au sexe féminin ni au sexe féminin, pourrait tomber enceinte. Donc, c'est évidemment un non-sens. Euh, il n'y a que des femmes qui peuvent tomber enceintes, il n'y a que des femmes qui peuvent accoucher. Mais pour ne pas offenser quelqu'un qui est une femme biologique transidentifiée ou une femme biologique mais qui ne se reconnaît pas ou qui n'aime pas le mot femme, pour leur faire plaisir, on arrête d'utiliser le mot femme. Alors, comme je le dis souvent, si c'était seulement dans les facultés de sciences sociales de certaines universités qu'on effaçait le mot femme, on pourrait dire, bon, c'est une lubie d'intellectuels universitaires. Moi, ça me pose un problème à partir du moment où c'est dans la documentation officielle du gouvernement, à partir du moment où ça fait partie, par exemple, de la pratique médicale, parce que je le raconte dans mon livre, euh, le regroupement des médecins omnipraticiens au Québec recommande que pour ne pas offenser leur patientèle transgenre, on devrait remplacer le mot utérus ou le mot vagin par le trou avant. Ben, je m'excuse, mais moi, je suis une femme biologique. Je possède un utérus. C'est pas toutes les femmes qui ont un utérus, on est d'accord là-dessus, mais je refuse qu'on appelle ça un trou avant, sous prétexte que utiliser le mot utérus devant une femme qui a transitionné, ça pourrait lui causer de la dysphorie ou lui causer un trouble mental. On, on- on- On passe sous silence, pardon, Sophie, le fait que c'est très offensant pour nous. Ben, On ne veut pas offenser les personnes transgenres, mais ces termes-là sont très offensants pour nous et personne ne nous a demandé notre avis. Personne n'a demandé aux femmes si le fait de dire trou avant, on était d'accord avec ça, au Ben, lieu de non dire. seulement ça, Marie, mais on entend parler à longueur de jour dans les médias, auprès des militants, du ressenti, de l'importance du ressenti. On nous dit les personnes transgenres ressentent certaines choses, les personnes non binaires ressentent certaines choses. Il faut écouter ce ressenti. D'accord, j'en suis, mais est-ce qu'on peut aussi écouter le ressenti des femmes biologiques qui trouvent ça vulgaire, dégradant, réducteur? Mais oui, de se faire dire qu'on est des personnes avec un utérus. Voyons, je On ne dirait suis que pas une les personne avec personnes un... avec des prostates peuvent s'inscrire ici, voyons. C'est Ben très oui, réducteur, c'est très déshumanisant. oui. Et ce qui m'étonne, c'est que quand on a choisi d'utiliser ces termes-là, est-ce qu'il y avait des femmes dans la salle qui ont dit, vous savez, non, ça passe pas avec nous? Ou est-ce qu'on a tout simplement dit, tant pis pour les femmes, on met l'accent pour, on ne veut pas offenser les personnes non binaires d'abord, et on se soucie peu de ce que les femmes vont penser de cela. Voilà, mais c'est une excellente question, Marie. Je parlais tout à l'heure quand ce sont des termes qui sont utilisés par le gouvernement, mais il n'y a pas si longtemps de ça, le magazine Elle Québec, alors pour les gens qui nous écoutent en France ou ailleurs dans la francophonie, donc il y a évidemment le magazine français Elle qui a une déclinaison au Québec, c'est donc le Elle Québec. Et il n'y a pas tellement longtemps, dans le Elle Québec, on a utilisé, il y a une chroniqueuse qui a parlé des personnes avec un utérus et dans sa chronique, elle interviewait
une femme médecin qui reprenait cette terminologie-là en disant, oui, les personnes avec un vagin, les personnes... Il y a une chroniqueuse au Journal de Montréal qui, dans chacune de ses chroniques, parle constamment de personnes avec un vagin. Donc, c'est un vocabulaire qui est repris même par certaines femmes, toujours dans l'idée de, oh, on est tellement généreuse, on est tellement bienveillante, qu'on ne veut pas faire de la peine à nos amis transgenres et non-binaires. Moi, je veux faire de peine à personne. Mm. Moi, mon livre, je ne l'ai pas écrit contre les personnes transgenres, contre les personnes non-binaires. Ça se voit d'ailleurs, oui, 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 ça se voit Je très l'ai bien. écrit pour. Pour qui? Pour les femmes et pour défendre qui? Pour défendre les femmes, pour défendre les droits des femmes. Et je considère que la lutte pour les droits des femmes est loin d'être terminée et que tant qu'on fera des compromis sur la lutte pour les droits des femmes, en considérant qu'il y a d'autres luttes adjacentes qui sont plus importantes, ben, on va le faire au détriment de la lutte pour les droits des femmes. On ne peut pas défendre, par exemple, le droit des femmes à l'avortement si on utilise des expressions comme personne capable de grossesse. Et ça, Oui, ce vocabulaire-là, je l'ai vu écrit noir sur blanc sur le site web d'un groupe de défense du droit des femmes à l'avortement. Donc, c'était même plus le droit des femmes à l'avortement, alors que c'est une lutte qui est menée depuis des années par le mouvement féministe. c'est On ça. utilisait l'expression personne capable de grossesse. Comment peut-on défendre les droits des femmes si on n'est même plus capable de définir ce qu'est une femme? Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de défendre les droits des Noirs si on n'est même pas capable de définir ce que c'est être noir et qu'on fait des compromis et que n'importe qui... Enfin, c'est un non-sens. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que quelque chose qui, moi, me paraît si évident et qui, Marie, je le sais, te paraît évident à toi, ben, ça se fait qu'il y a des gens dans les médias, dans les officines gouvernementales, qui ne voient pas ça, qui ne voient pas qu'il n'y a qu'une femme qui peut tomber enceinte et que comment Oui, ça se fait et c'est qu'on n'écoute pas étonnant. le ressenti des femmes? Je ne C'est une comprends pas. question. Pardon, excuse-moi, Sophie, je ne veux Non, pas vas-y, t'interrompre. Marie. Et c'est ça, c'est que tu es une des seules voix au Québec à parler de ça du point de vue des femmes, à reconnaître qu'il y a un conflit de droits entre Oui, les droits des femmes et les revendications, certaines revendications d'un certain lobby transgenre ou de transactivistes. Personne ne veut le dire. C'est l'éléphant dans la pièce. On dirait que personne ne veut dire que vraiment, là, on se trouve à miner les droits des femmes, à effacer les droits des femmes. Par exemple, si, toujours dans la question du langage, on sait que le ministère de la Justice du Québec définit le mot femme comme toute personne qui s'identifie comme femme. L'ensemble des hum, personnes qui ont une définition parfaitement circulaire, et ça, c'est le ministère de la Justice. Alors, hum. les conséquences de ça, bien sûr, se retrouvent ensuite dans les prisons où les femmes doivent cohabiter avec des hommes qui se prétendent femmes. Et au Québec, dernièrement, je ne sais pas, je le dis pour les auditeurs qui seraient, auditrices qui seraient en Europe, on a eu le cas très, très choquant et qui a vraiment attiré l'attention sur cette réalité-là, qu'il y a des hommes dans les prisons pour femmes, le cas de Mohamed Al-Balouz, qui est un homme qui a été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort sa femme et d'avoir tué ses deux petits garçons de 2 et 4 ans. Rendu au procès, il décide qu'il s'appelle Levana Al-Balouz et il demande à être incarcéré dans une prison pour femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est un non-sens. Moi, je comprends que la dysphorie de genre, c'est une réalité, qu'il y a des gens qui, bien sûr, sont tout à fait légitimes, et je le dis, et c'est très important pour moi de le dire, c'est tout à fait légitime, en effet, que quelqu'un souhaite transitionner de genre et non pas transitionner de sexe, comme certains le disent. Euh, Dans le cas de Monsieur El Balouz, c'est quand même assez amusant de remarquer que c'est comme par hasard, en plein milieu d'un procès pour meurtre, que tout d'un coup, il a découvert que ça lui faisait du bien de porter une perruque et de se maquiller. Et il a eu quand même l'audace, pour ne pas dire l'odieux, de déclarer au juge,
vous avez devant vous une mère éplorée. Quand ça l'arrange, parce qu'on sait que les conditions de détention dans les prisons pour femmes sont beaucoup moins sévères que dans les prisons pour hommes, quand ça l'arrange, tout d'un coup, il se dit, finalement, je suis une femme. Donc, évidemment, c'est très choquant pour la famille de sa victime, Cynthia Bussière. Mais au-delà de ça, au-delà de la présence des hommes dans une prison pour femmes, il y a toute la question de la présence des hommes biologiques dans des lieux qui sont, pour des raisons évidentes, réservés aux femmes. Je pense par exemple aux vestiaires, je pense par exemple aux toilettes, je pense par exemple aux compétitions sportives. Il y a une raison pour laquelle, pendant des années, on a fait des lieux à part pour les femmes, c'est que les femmes font face à des risques, des dangers, des discriminations qui sont propres aux femmes. Il y a une raison pour laquelle il y a une catégorie sportive qui est une catégorie féminine, c'est qu'il y a des différences biologiques, physiologiques, physiques entre un athlète féminin et un athlète masculin. Dans mon livre, je donne l'exemple de la boxeuse Katia Bissonnette et j'ai vu que Katia s'est branchée il y a quelque temps, donc Katia nous écoute en ce moment. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Katia Bissonnette, boxeuse, à un moment donné, doit se présenter sur le ring pour affronter un adversaire sur le ring de boxe et elle apprend quelques instants seulement avant de monter dans le ring que son adversaire n'est pas une adversaire, mais est un homme biologique transidentifié. Ça lui a été caché par l'organisation pour ne pas, entre guillemets, causer de discrimination à cet individu. Le fait que Katia, elle, s'apprêtait à se faire mettre un point dans le visage par quelqu'un qui avait une force beaucoup plus grande que la sienne, manifestement, ça dérangeait personne. Mais il fallait surtout pas faire de peine à l'athlète qui allait monter sur scène. Faire de la peine ou causer du tort physique à Katia, ça tout d'un coup, c'était moins grave. Donc, Katia a refusé d'affronter cet adversaire masculin. Donc, je lui rends hommage dans mon livre en disant, voilà quand même une preuve, un cas type où un homme biologique n'a pas sa place dans une compétition féminine parce que la force de cet individu de sexe masculin est disproportionnée par rapport à la force d'une femme. Donc, Monsieur El Balouz qui veut être emprisonné avec des femmes, c'est pas tellement loin que un athlète masculin transidentifié comme une femme qui souhaite affronter une femme sur un ring. C'est la même problématique. Alors, ce combat-là, et c'est non seulement injuste pour Oui, Cathy combat, c'est le cas de le dire. justement. Et on peut le penser aussi, on peut penser au cas d'Ayman Khalif pendant les Olympiques, quoique ce n'était pas une personne transidentifiée, mais C'est c'était quand ça. même un homme qui se battait contre une femme. Et c'est non seulement injuste, c'est dangereux. Même la sécurité physique des femmes est mise en danger sans que personne ne semble s'en émouvoir. C'est ça Oui, que je trouve assez frappant. Et c'est toi qui parles de ça, justement. Tu rappelles que les femmes ont des droits. Les femmes, après tout, ont certains droits. C'est ça, là. On parle toujours des droits des trans, des personnes transgenres non binaires, mais cela éclipse complètement les droits des femmes, comme s'il n'y avait pas de conflit. On ne reconnaît même pas l'existence du conflit. Alors, quand il y a un conflit de droits, eh bien, on peut négocier, on peut trouver des aménagements. Mais quand on ne reconnaît pas le conflit, c'est ce qui est arrivé, justement, c'est ce qui arrive avec Katia Bissonnette, qui a heureusement fait connaître son cas très injuste. Et moi aussi, je la salue. Alors là, les femmes commencent à dire, mais écoutons, il manque quelqu'un, il manque quelque chose dans l'équation. Moi, je suis où? On prend pas en compte mes droits. Mais justement, j'aimerais revenir, on est passé un petit peu rapidement sur la question du silence des médias sur ce conflit de droits et sur l'existence des droits des femmes. Personne n'en parle. C'est rendu un tabou. Pourquoi vous, toi, tu es la seule, et pourquoi j'écoute religieusement
Et Lolita Coronette, j'écoute la radio parce que je suis sûre d'entendre un point de vue qui fait la part des choses, qui parle aussi du point de vue des femmes et qui ne s'efface pas en disant, bon, ben, les personnes les plus vulnérables de la société, on entend souvent, ce sont les Mm. personnes transgenres. Je ne nie pas leur problème de dysphorie de genre, je reconnais ça et je compatis. Mais je peux quand même pas oublier que des femmes sportives vont vivre des grandes injustices et même des dangers et la même chose pour les femmes détenues, qui sont les femmes les plus vulnérables de la société et qui vont être mises en danger par la présence d'hommes dans leurs unités pénitentiaires. Alors, pourquoi est-ce que dans le monde des médias, si peu de journalistes élèvent la voix pour parler justement de ce conflit de droits ou du côté des femmes, du côté des droits des femmes? Alors, bon, d'abord, je veux juste ouvrir une petite parenthèse, je vais la refermer. Euh, de son vivant, ma très grande amie Denise Bombardier, à qui je dédie d'ailleurs ce livre, était une ardente défenseur de tout ce dont on parle aujourd'hui. Il y a également Lise Ravary, que je cite dans mon livre, qui en a fait elle aussi un cheval de bataille. Elle écrit maintenant dans Le Droit et je pense de temps en temps dans Le Soleil. Ça, c'est du côté des femmes. Du côté des hommes, je veux quand même souligner trois personnes qui sont chères à mon cœur. Mathieu Bock-Côté, qui donc a fait la préface du livre. Joseph Facal, qui est un des rares hommes aussi à défendre la cause. Et quelqu'un, pour des raisons que vous allez vite comprendre, qui est très cher à mon cœur, c'est mon mari, Richard Martineau, qui lui aussi régulièrement dans les médias, que ce soit à l'écrit ou à la radio, soulève ces questions-là. Donc, on a quand même des alliés chez les hommes qui défendent ce point de vue. Je trouvais ça important quand même de le mentionner. Je ferme la parenthèse parce qu'elle est très courte, la parenthèse, parce qu'on Oui. peut compter sur les doigts d'une seule main. En fait, je n'ai même pas besoin de mettre les deux mains, juste une main. On peut compter sur les doigts d'une seule main les gens qui parlent de ça. Alors pourquoi? Je vais répondre à ta question, Marie. Pourquoi ce silence des médias? Ben, à cause d'un mot, à cause d'un mot, et ce mot, c'est transphobe. Et c'est l'insulte facile qu'on se fait servir dès qu'on commence à aborder ce sujet-là. Ben, c'est une insulte qui nous colle à la peau. C'est une insulte qui peut nous faire perdre notre emploi, qui peut nous faire mettre au banc de la société, qui nous, qui peut nous ostraciser. Donc, qui a envie de se faire mettre au banc de la société? Qui a envie de perdre sa job? Qui a envie d'être ciblé par des campagnes sur les médias sociaux Comme de, tu l'as été, de tu meute? peux souligner que tu t'es exposé à ces dangers-là toi-même. Tu n'as pas eu peur et ça a eu des conséquences. On voit passer des commentaires extrêmement virulents, misogynes quand vous commentez quelque chose sur les femmes. Moi, ça Ouais. m'étonne toujours. Ça m'étonne toujours qu'on soit encore, qu'il y ait encore des gens à ce niveau, je Ben oui, dirais. tout à fait. Ben, c'est très drôle de voir que des gens qui prônent la tolérance, l'ouverture, la diversité, l'inclusion, l'équité, soient particulièrement intolérants contre la diversité d'opinions et tout à fait inéquitables dans leur traitement des gens. C'est En toujours anglais, souvent, on les ironique. appelle les Be Kind Brigade. Alors, quand une femme féministe essaie de faire comme Kelly J. Keane, fait des rencontres où elle demande aux femmes de parler, elle leur laisse la parole, let women speak, eh bien, il arrive toujours ces transactivistes, dont certains sont très violents, puis on dit the Be Kind Brigade. Ils demandent toujours aux femmes, soyez gentilles, soyez compatissantes, soyez... Ils arrivent avec des guillotines en carton, là, pour... C'est très Des ironique billets de dire en oui, carton. c'est Ah, je vais te arrivé, voler ça, je vais c'est l'utiliser à un moment arrivé. donné. Ouais. Megan Murphy, moi j'avais vu, elle avait voulu parler à la bibliothèque de Vancouver. C'est une Canadienne de la Colombie-Britannique. Et les gens étaient venus la menacer, des centaines de personnes, dont certains avaient des petites guillotines et pour dire les terfs avancés. Et Ah oui, les voilà. Trends, Brad,
Trans Exclusionary Radical Feminist. Donc, en fait, on se fait tout traiter de TERF. Bon, J.K. Rowling, évidemment, je ne me compare pas à J.K. Rowling, mais de J.K. Rowling à, je sais pas, Annie-Ève Collin ici au Québec. Enfin bref, quiconque ose dire le début du commencement, de l'amorce, d'une prémisse, d'une critique ou d'un questionnement. Le simple fait de se questionner sur Absolument. ce que tu appelles fort bien le conflit des droits, juste le fait de se questionner là-dessus, de se dire à quel moment les droits de personnes transgenres viennent gruger les droits chèrement acquis des femmes, juste le fait de poser cette question-là, on se fait accueillir tout de suite par cette accusation de transphobie. Moi, des accusations qui finissent en phobie, ça fait des années que j'en reçois, ça me passe dessus comme sur le dos d'un canard, mais c'est pas tout le monde dans les médias qui réagit comme ça. Il y a énormément de frilosité, il y a énormément d'autocensure quand ce n'est pas carrément de la censure. Euh, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus pernicieux que ça, que cette omerta ou cette autocensure, c'est un désir de plaire. Il y a dans le monde des médias des gens qui veulent être à la mode. Ils veulent suivre le petit train de la, la rectitude du moment. Et si ce qui est à la mode, c'est de mettre tes pronoms après ton nom de famille, ben ils vont tous s'identifier sur les médias sociaux en disant elle, she, her, parce que c'est la chose à faire pour faire partie de la bonne gang, de la bonne clique, de se faire accepter, de se faire donner des petites tapes dans le dos le dimanche soir, à tout le monde en parle. Donc, il y a un souci de conformisme social chez les journalistes où on veut bien paraître, on veut paraître, euh, tu sais, c'est le signalement de la vertu. Regardez comme je suis, moi. Je fais partie j'entre dans le train qui est en ce moment à la mode dans la société. C'est le petit train woke, le petit train de, bon, alors, beaucoup de journalistes qui devraient normalement être justement anticonformistes, qui devraient faire ce que disait Albert Londres, c'est-à-dire tremper sa plume là où ça fait mal. C'est ça le rôle d'un journaliste. C'est justement Oui, des fois d'être en porte-à-faux avec certaines modes, de dire le roi est nu. C'est ça le rôle d'un journaliste. De exactement, dire le roi est exactement. nu, l'empereur est nu. Alors, mais il y a plein de journalistes qui, par conformisme social, par souci d'être adoubés par la bonne clique, ben, utilisent des propos, mais ils n'y croient même pas eux-mêmes. Moi, je suis convaincue, je ne donnerai pas de nom, mais je suis convaincue qu'il y a plein de gens dans les médias qui disent oui, 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 c'est vrai qu'il n'y a pas juste deux sexes, puis le sexe est fluide, puis tout ça, qui disent ça, mais ce sont des sornettes et ils pensent que c'est des sornettes, mais ils savent qu'en ce moment, pour faire partie de la bonne Pour équipe, mettre, il faut répéter. C'est ça, c'est ça. Comme les femmes trans sont des femmes, ce qui voilà. est, la plupart des gens se rendent bien compte que non, vous les mettez sur un ring de boxe, les femmes trans ne sont pas des femmes, c'est évident, mais on va les répéter parce que c'est ce qu'il faut pour être accepté et pour s'éviter des ennuis. On peut Oui, toujours s'éviter des tout à ennuis. Pas fait. ça, non, parce Un qu'il y a très des bon point, Marie. C'est en comportements. effet beaucoup pour ça. Ouais, oui. Et, je pense, bon, j'allais dire quelque chose et puis je viens de perdre mon idée, mais c'est pas grave, ça va me revenir. Mais justement, toi, tu Ah oui, acceptes. je le sais. Oui, Excusez-moi, Marie, ça vient de oui, me ça va. revenir. Parce qu'à un moment donné, il y avait quand il y avait eu ce fameux article dans le Elle Québec avec la jeune chroniqueuse qui disait personne avec un utérus, puis personne avec un vagin et tout ça, je me disais, j'imaginais la situation où cette personne-là euh, est assise chez elle et regarde par la fenêtre et elle voit qu'il y a une femme qui va se faire frapper par un autobus. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle va se tourner vers son mari, son conjoint, sa blonde, son ami, et qu'elle va lui dire, attention, attention, il y a une personne avec un utérus qui va se faire frapper par un autobus? Oui, Mais oui, oui, oui. non, personne parle comme ça dans la vie de tous les jours. Mais non, c'est Non. ça, justement.
Alors, Et elle va dire, donc, attention, la femme va se faire frapper. Voyons, c'est comme ça qu'on parle. Alors, c'est ça, donc, je pense qu'il y a une exactement. Il faut appeler hypocrisie. un chat un chat. Et il ne faut pas hésiter à aller en terrain, disons, difficile, et c'est ce que tu fais, et avoir des conversations inconfortables. Et donc, aborder des sujets où les gens vont se demander, bon, tu sais, qu'est-ce que je devrais dire, faut vraiment aller, comme tu dis, tremper sa plume sur là où ça fait mal et là où c'est un peu plus controversé. On ne peut pas te reprocher de ne pas faire ça. Par exemple, dans ton livre, tu abordes beaucoup de sujets très intéressants, un chapitre sur différents sujets. Je ne peux pas, malheureusement, dans le temps qu'on a, aborder tous ces sujets-là, mais je vais quand même aller à un autre sujet très malaisant, délicat et même radioactif selon certains, celui du voile islamique. Je le Oui, dis parce que hier, c'était la journée, aujourd'hui on est le 2 février, le jour de la marmotte ou de la chandeleur selon la tradition à laquelle on se raccroche. Mais hier, c'était le 1er février, le journée mondiale du hijab. Et les femmes de ces pays-là qui se battent contre l'obligation du hijab et contre le sens aussi, le sens de ce symbole d'asservissement, ont commencé sur les réseaux sociaux le hashtag No Hijab Day, oui. dont Yasmine Mohamed, là, Ah, j'adore Yasmine Mohamed. Oui. elle a fait des interventions très intéressantes. Elle qui a vécu qui a été élevée dans une famille islamiste intégriste et qui est obligée de porter le hijab et le niqab. À partir Alors, de 9 ans. Oui. c'est ça, c'est ça. Et pourquoi est-ce que une certaine gauche et un certain féminisme défend ce symbole régressif comme étant un genre d'avancée? C'est les mots environ que tu dis, là. On défend cette régression comme si c'était une avancée. Combien de femmes de certains groupes là, et d'hommes ont défendu le fait qu'une femme conteste l'obligation de prêter serment au Canada Mhm. à visage découvert et qu'elle a eu gain de cause, elle a pu prêter serment de citoyenneté au Canada, À une femme visage couvert. encore, avec le visage couvert, ou pardon, j'ai peut-être dit le contraire. Hijab. Alors, elle a pu le faire en portant le niqab. Et et la ministre de la Justice du Canada, qui était une femme à l'époque, l'a appelée pour la féliciter de ce geste éminemment féministe. Alors, c'est Écoute, vraiment, on marche sur la tête, mais pourquoi est-ce que il y a ce genre d'alliance entre, bon, on sait que le rigorisme islamique, la plupart des musulmanes ne portent pas le voile, ne portent pas le, mais celles qui le portent suivent une tradition plus rigoriste. Les islamistes, eux, ils portent, dans les familles islamistes, c'est obligatoire. Alors, pourquoi ne pas dénoncer ce symbole que les musulmanes elles-mêmes, les ex-musulmanes dénoncent comme un symbole d'infériorisation des femmes? Pourquoi ne pas dénoncer? Pourquoi aller jusqu'à le célébrer, ben, d'après vous? le célébrer, c'est ce qui c'est ce qui me tue, c'est ce qui me désole le plus. Je l'explique pour le bénéfice de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui sont pas au courant, mais à la ville de Montréal depuis plus d'un an maintenant. On est accueilli à l'hôtel de ville de Montréal par une affiche de bienvenue sur laquelle, pardon, on voit trois citoyens, donc trois Montréalais qu'on a choisis comme symbole représentant la ville de Montréal. Donc il y a un homme plus âgé, un homme plus jeune et il y a une seule femme. Et cette femme est voilée. Non seulement elle est voilée, mais elle porte une tunique qui lui cache les bras, elle porte un pantalon qui va évidemment jusqu'au sol. Donc, on voit rien de sa chair, on voit juste un petit bout de son visage. Donc, le message qui nous est envoyé par la ville de Montréal, c'est la Montréalaise est une femme voilée. Le voile représente la femme à Montréal. Donc, mais c'est évidemment scandaleux, mais la question étant pourquoi en effet une certaine gauche banalise ça, alors que cette même gauche trouve absolument épouvantable que un homme, le pape, dise à des femmes ce qu'elles peuvent faire ou pas avec leur corps. Ces mêmes personnes de gauche n'ont aucun problème à ce qu'un homme, un imam, dise aux femmes que leur corps est tellement dangereux et tellement pernicieux qu'il doit être caché en tout ou en partie. Donc, pourquoi la gauche rentre là-dedans?
Ben, c'est par complaisance, par signalement de vertu. C'est aussi une gauche qui est intersectionnelle. Moi, je suis d'une gauche ou d'un féminisme universaliste et je considère qu'on ne peut pas d'aucune façon défendre un, un- un morceau de tissu qui infériorise les femmes et qui stigmatise les femmes et euh, la- il y a à peu près 2 ou 3 semaines, je me promenais au nouveau centre d'achat, là, le Royal Mount, et il y avait une jeune femme, mais elle devait avoir 16 ans, et elle portait le niqab. On commence à en voir de plus en plus à Montréal. Oui. Le niqab, je veux dire, c'est vraiment, c'est ça, là, c'est un bout de tissu comme ça qui cache. Et elle avait évidemment toute le tissu qui même nie les formes du corps d'une femme. Donc, on ne peut même plus voir ses épaules, on peut même plus, on voit plus rien. Donc, c'est quel symbole de l'effacement des femmes. On dit aux femmes, on ne veut pas vous voir dans l'espace public. Comment des féministes peuvent accepter ça? Comment peut-on rester silencieux alors que ça fait des décennies que le cœur du combat féministe, c'est de se battre pour la visibilité. On a été réduite pendant des années à la sphère domestique. On s'est fait dire pendant des siècles, reste à la maison, ne sors pas de chez toi, tu n'as pas de rôle dans la cité, tu n'as pas ta place dans la cité. Tu n'as pas de visage, tu n'as pas de corps, tu n'as pas d'existence. Ton Mais corps est un instrument de péché. On a connu ça voilà. dans la religion catholique. Et Mais oui, maintenant, nos mères les et nos féministes grands-mères ont connu ça. c'est ça, les gens vont décrier ça. Mais qu'un imam dise la même chose, que l'islam dise la même chose, c'est ça qu'on dit. Ton corps est une occasion de péché. Et même aux petites filles qui portent le voile, Oui, j'en vois de plus en plus à 5 ans, là, quel message est-ce qu'on envoie? Un enfant, c'est plus un enfant. Un corps d'enfant est censé être sexualisé de cette façon-là. Alors moi, je m'interroge beaucoup. Et quand on voit, justement, j'ai vu un niqab dernièrement et je me demande, on ressent un genre d'agression, hein? Je pense que les femmes, on le sent un peu plus que les hommes parce que c'est la négation, et tu en parles dans ton livre, la négation de nos luttes. De voir oui, des femmes à ce niveau-là, là, c'est comme, ça nous ramène vraiment en arrière, là, tu sais. C'est voilà, un- c'est un retour en arrière. Et alors, parce qu'on se fait toujours servir l'argument, ben, il y a beaucoup de femmes pour qui c'est leur choix. Donc, moi, je réponds toujours la même chose. Si quelqu'un de plus de 18 ans me regarde dans les yeux en me disant, Sophie, c'est mon choix, qui suis-je pour lui dire que c'est faux? Mais comment peut-on imaginer qu'une petite fille qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, que ce soit son choix? Comment peut-on, par quelle entourloupette intellectuelle veut-on nous faire croire que quelqu'un dont on dit qu'elle n'a même pas assez de jugement pour aller voter ou se faire tatouer, parce qu'au Québec, il faut avoir 16 ans pour se faire tatouer, donc quelqu'un qui n'a pas 16 ans n'a pas assez de jugement pour ses épaules pour aller se faire tatouer. Avant 18 ans, on n'a pas le droit de voter, mais à 12 ans, quelqu'un pourrait prendre la décision en pleine conscience de se retirer de l'espace public en déclarant mon corps est tellement dangereux que je vais le cacher. Et surtout, ce que dit le voile, ce que disent tous les tissus islamiques, que ce soit voile, niqab, burqa, peu importe, c'est que le corps de la femme est essentiellement sexuel et source de danger et de désir euh, pour l'homme. Mais ça péché. vaut pour une femme adulte. Mais un enfant de 5 ans, on va nous dire qu'un enfant de 5 ans, son corps est objet de désir pour l'homme. Ben, à ce moment-là, c'est l'homme le problème. C'est l'homme le problème. C'est pas la petite fille. Vois ça comme ça. Et Mais si les hommes trouvent ça si exactement. génial, le voile, ben, qu'ils le portent. Et s'ils trouvent ça si formidable, le niqab, qu'ils le portent. Alors moi, le hijab day, là, c'est Mhm. un non-sens. Et surtout, en ce moment, je suis en train de regarder un film iranien qui a gagné un prix à Cannes. Ça s'appelle Les graines du figuier sauvage. Ah Euh, oui, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas encore fini. Et ça parle de Massa Amini.
ça parle du mouvement Femmes, Vie, Liberté et de Massa Amini. Comment quelqu'un en Occident peut promouvoir le hijab day sans avoir une pensée pour Massa Amini qui est quand même morte, rouée de coups dans les geôles iraniennes parce qu'elle ne portait pas le voile comme il faut. Mais comment une féministe occidentale peut porter, euh, par souci de solidarité supposément avec les femmes musulmanes, un morceau de tissu dont on sait que dans certains pays, s'il n'est pas porté comme il faut, on se retrouve violé, assassiné ou emprisonné. C'est vraiment Oui, quand même une drôle de solidarité. c'était vraiment une drôle de solidarité. J'aimerais t'amener, le temps file, et j'aimerais t'amener sur un autre sujet que j'ai trouvé que tu abordes dans ton livre et que personne n'a touché avant. Vraiment, là, et tu as des réflexions là-dessus qui sont très originales. C'est le phénomène des drag queens, qui est de plus en plus, comment dire, en essor au Québec et ailleurs, d'ailleurs. Des spectacles devenus de plus en plus populaires. Et par exemple, la Grande Bibliothèque de Montréal a organisé l'heure du conte pour des petits-enfants animée par une drag queen. Dans un quartier de Montréal, tu en parles, qu'une maison des jeunes projette d'organiser un stage de drag queen pour les jeunes de 11 à 15 ans, mais a dû renoncer à cause des protestations des parents. Et qu'en octobre 2023, celle-là, je ne le savais pas, la Fondation québécoise du cancer du sein a choisi une drag queen comme porte-parole de la cause du cancer du sein. Alors, contrairement à l'opinion courante, toi, tu trouves que ces représentations sont, ne sont pas inoffensives. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'angle mort que la plupart des gens ne voient pas face au phénomène des drag queens et sur lequel tu attires notre attention? C'est-à-dire que si ce n'était que il y a de plus en plus de drag queens dans les médias, il y a des émissions comme Drag Race, Canada's Drag Race et tout ça, si c'était pris isolément, j'aurais pas consacré un chapitre dans mon livre à ça. Ce qui se passe en ce moment, c'est une convergence de différents éléments et la montée des drag queens est un des éléments qui est au cœur de cette convergence-là. Alors, dans cette convergence, il y a, on vient d'en parler, de plus en plus d'organismes et de compagnies utilisent l'image de la femme voilée comme étant symbole de tolérance et d'ouverture à l'autre, etc. Donc, de plus en plus dans l'espace public, quand on voit une femme, c'est une femme voilée. De plus en plus dans l'espace public, on n'utilise pas le mot femme, on dit personne avec un utérus. De plus en plus dans l'espace public, quand on voit une femme, c'est en fait un homme biologique transidentifié. Donc, il y a déjà tous ces éléments-là dans l'espace public où la présence de la femme est en fait un effacement de la femme. Et c'est là que quand on rajoute à tous ces éléments-là, en plus, le fait que quand on voit des femmes dans l'espace public, c'est pas une femme, c'est en fait un homme qui s'est déguisé en femme, la drag queen, c'est là que cet élément-là du casse-tête qui pris isolément est peut-être pas si grave que ça. Mais quand on regarde tous les éléments du casse-tête, là on se dit il y a une convergence d'effacement des femmes qui devient inquiétant. C'est 2 plus 2 égale 5. Euh, Exactement. les drag queens, moi, la théorie ou enfin l'élément que j'apporte dans mon livre, c'est que je pose une question qui est quand même assez simple. Quand quelqu'un qui a la peau blanche se grime, se déguise en une caricature de quelqu'un qui est noir, on le dénonce avec raison en Le disant c'est un blackface. blackface, Oui, c'est de l'appropriation, vous faites une caricature de ce que c'est un noir, vous n'êtes pas noir, c'est dérogatoire pour les personnes qui sont noires. Donc moi, je pose simplement la question. Et à chacun et chacune d'entre nous d'y répondre, mais si quelqu'un qui est un homme se grime, se déguise en une caricature de femme grotesque, voilà. des cils à plus finir, avec un maquillage de fou, avec des perruques ridicules, avec des seins démesurés. Pourquoi on ne dit pas que c'est un woman face? Pourquoi on ne comprend Justement, pas, pourquoi on ne comprend pas que ça offense certaines femmes? De la même façon qu'on comprend que le blackface offense
certaines personnes noires, pas toutes, mais certaines, et pourquoi on glorifie ça alors que c'est une caricature des femmes. Moi, j'ai le droit en tant que femme de dire, je vois une drag queen et je sens que cette personne-là est en train de me dire, voici ma vision de la féminité qui est une vision grotesque et ce que toi tu ressens, je m'en fous. C'est ça un peu le message Exactement. qu'ils ont. Et l'autre pourquoi que je rajouterais à tout et pourquoi, c'est pourquoi les femmes ne protestent pas plus. Est-ce que c'est parce qu'on est socialisé à ne jamais se défendre? Nous, comme tu dis, on cède la place, on cède nos droits. C'est pas gentil de se défendre et de dire, ben, écoutez, là, tu sais, il vient de prendre ma place, mais bon, je ne vais pas faire une chicane. Je veux dire, bon, d'accord, je vais être be kind. Alors, Oui, à ce moment-là, on perd tous nos droits. Et on oui, perd sans avoir le mérite seulement parce qu'on se fait oublier, qu'on accepte d'être oublié. Et ce que tu dis au sujet des drag queens, d'autres femmes me l'ont dit. Et c'est très insultant pour nous. Le phénomène, peut-être que c'est humoristique, bon, il y avait des connotations sexuelles là-dedans aussi, mais n'empêche qu'il se trouve à grossir les stéréotypes sexistes les plus négatifs. Que, voilà. En voulant combattre des stéréotypes, en fait, on renforce des stéréotypes. Mais tu viens de dire quelque chose de très important, Marie. C'est-à-dire, est-ce que la raison pour laquelle on ne réagit pas comme femme, c'est parce qu'on est gentil, on est fine? Ben oui, la réponse est oui. C'est pour ça que dans mon livre, à un moment donné, je dis, ça prend un féminisme beaucoup plus solide, beaucoup plus droit dans ses bottes, et que j'utilise une expression qui a fait dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de gens. J'ai dit, ça prend un féminisme plus viril. Oui, mesdames, il faut, comme féministes, qu'on se tienne debout, qu'on arrête de dire, plus oh, courageux aussi, tout simplement, plus affirmatif, plus courageux. tout à fait, Marie. Il faut qu'on dise, écoutez, les droits qu'on a en ce moment, premièrement, on n'a pas tous les droits auxquels on a droit, mais les droits qu'on a en ce moment, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et des alliés hommes, évidemment, se sont battus pour les avoir. Et c'est pas vrai qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un vient frapper à la porte en disant, oui, ben moi aussi j'aimerais, puis moi aussi, puis moi j'aimerais ça avoir le droit de vous caricaturer, puis j'aimerais ça avoir le droit de vous foutre mon poing dans la gueule. Et moi aussi, j'aimerais ça avoir le droit. Il faut dire non. Il faut Non, dire il non. y a des limites. Il y a des Il limites. faut mettre des limites en disant, écoutez, prenez un numéro là, votre tour va venir. Pour l'instant, nous, nos acquis, on y tient. Nos acquis sont importants. Nos acquis, on n'est pas prêt à reculer. Ça ne nous intéresse pas de reculer. On va continuer à défendre ces droits-là bec et ongle. Je reviens 2 secondes sur le domaine sportif parce que je sais que Katia Bissonnette est là et qu'elle nous écoute. Mais pendant des années, aux Jeux olympiques, les femmes n'avaient pas le droit de participer. Pierre de Coubertin, qui a mis sur pied les Jeux olympiques modernes, trouvait ridicule l'idée que des femmes puissent participer, que des femmes soient athlètes, parce qu'on disait ça va les rendre infertiles, parce que les femmes sont pas capables, parce que, bon, etc., toutes sortes de raisons. Donc, il a fallu qu'il y ait des femmes qui se battent pour pouvoir participer dans des compétitions sportives. Et aujourd'hui, on va dire, ben oui, c'est pas grave. Des hommes biologiques ont juste à dire qu'ils sont des femmes, puis prendre une coupe d'hormones, puis faire ci, puis faire ça, puis on va les laisser prendre notre place sur le podium, remporter des médailles qui devraient normalement aller à des femmes. On dira Alors, rien, mais voyons, justement, toi, tu soulignes que les droits que les femmes ont gagnés de dure lutte, ce n'est pas à la nouvelle génération ou une certaine des féministes de la nouvelle génération de les céder, de les donner, alors qu'on s'est battu pour ces droits-là, entre autres la présence dans le sport. Maintenant, je vais être obligée, j'aurais bien d'autres questions, on pourrait parler pendant des heures, mais je me suis engagée, j'ai dit aux gens qu'ils pouvaient te poser des questions, alors je vais te poser des questions qui ont été passe peu de temps, qui ont été inscrites sur le site. Alors, Madame Claire Simard demande, avez-vous vu qu'au dernier épisode de Infoman, à propos du décret de Trump, à savoir qu'il n'existe que deux sexes, mâles et femelles, ils ont dit, on avance par en arrière. Qu'en dites-vous? Bon, pour l'émission Infoman est des variétés un peu humoristiques, disons. Des sujets peuvent être discutés, mais sur une note, sur un ton un peu badin. humoristique.
Ben, écoutez, je répondrai, ben, merci, c'est Claire qui a posé la question. Merci Claire pour votre question. Ben, je répondrai, c'est quand même assez hallucinant. Je suis loin d'être une fan de Trump, bien évidemment, mais je pense que le fait que en 2025, que ce soit Donald Trump, que ce soit Pierre Poilievre ou d'autres qui disent ben, il n'y a que deux sexes, hommes et femmes, que ça se soit considéré comme un propos subversif et rétrograde, c'est quand même la preuve qu'on marche sur la tête, comme tu disais tout à l'heure, Marie. Donc, je pense qu'il y a une réalité biologique. La réalité biologique, c'est qu'il n'y a que deux sexes. Soit on a des gamètes masculins, soit on a des gamètes féminins. Je reconnais tout à fait qu'il y a toutes sortes d'autres manifestations de genre, mais le sexe est immuable, le sexe est biologique et aux dernières nouvelles, il n'y en a que deux, à moins qu'on me dise que j'ai changé de planète, mais je pense pas que ce soit le cas. Oui, justement. Et Anne Michaud pose la question suivante. Comment expliques-tu que les groupes de femmes au Québec aient cédé au lobby transgenre des groupes de femmes et acceptent maintenant les hommes transidentifiés dans les activités et les services, comme les centres d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles? Parce que c'est vrai, dans les refuges pour femmes, on accepte les hommes transidentifiés. Bon, ça, c'est un autre dossier quand même qui est plus délicat et je vous avoue que pour mon livre, je me suis pas intéressée à ce cas précis-là, donc je me sens à l'aise de parler sur des dossiers évidemment sur lesquels j'ai fait une recherche intensive pour le livre, donc j'y vais plus à pas de loup dans ce dossier-là. Par contre, pour ce qui est de la présence d'hommes transidentifiés dans les groupes féminins, ben, j'en parle dans mon livre. Il y a quand même eu pendant plusieurs années au Québec le groupe, la Fédération des femmes du Québec, qui était dirigé par un homme transidentifié, euh, qui ne connaissait donc, malgré toute sa bonne volonté, Gabriel Bouchard ne sait pas ce que c'est naître dans un corps de femme, avoir peur quand on se promène dans les rues qu'il fait noir, avoir peur quand on rentre dans le bureau d'un patron et qu'on ne sait pas s'il va nous mettre la main au cul ou pas, Dans ses malgré premières menstruations, tout simplement, vivre la ménopause. de Oui. toutes sortes de réalités biologiques de la femme qu'elle ne connaît pas, même si avec toute la meilleure volonté du monde. Donc, c'est quand même assez particulier que dans un monde où certaines féministes dénoncent le male gaze, que personne ne se soit inquiété que à la tête d'une fédération des femmes, il y avait quand même quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie avec un male gaze. C'est quand Oui, même assez exactement. particulier. C'est ça. Et je vais à la question suivante posée par Émilie Harvey. J'aimerais savoir ce que Mme Durocher pense des médias qui utilisent les pronoms préférés pour les hommes qui se prétendent femmes. Mm. C'est-à-dire Par que, exemple, les Al-Balouz. Moi, on lit des articles sur Mohamed Al-Balouz. Ils disent qu'elle se défend en cours. oui, alors ça c'est très intéressant parce que il y a eu des changements. C'est-à-dire que pendant le procès, ça c'est peut-être une question de technicalité et de droit, mais pendant le procès, cet individu a demandé à la cour d'être identifié comme une femme et qu'on utilise à son égard des prénoms, un pronom féminin et qu'on l'appelle par un prénom féminin. Les reporters judiciaires qui étaient affectés à la couverture du procès n'avaient pas d'autre choix dans leurs articles que d'utiliser les pronoms féminins. Je pense pas que ce serait allé jusqu'à outrage au tribunal, mais parce qu'elle l'avait demandé et que le juge lui avait accordé, euh, je pense qu'il y avait une obligation journalistique à vérifier, mais je pense qu'il y a une obligation journalistique à en tenir compte. Oui, Cependant, une fois que le procès s'est terminé et qu'il a été trouvé coupable, condamné à la prison, vous remarquerez quand même que la plupart des journalistes sont revenus à Mohamed El Balouz et revenus à l'identification. Donc ça, c'est pour ce cas-là précis. Après, ben, je vous donne un exemple, un ancien collègue journaliste qui est un homme, donc transidentifié, qui s'appelle maintenant Chris Bergeron, ben, je l'ai reçue à mon émission il y a quelque temps. Elle s'identifie comme une femme. J'ai aucun souci, bien au contraire.
à appeler Chris, à utiliser ses prénoms féminins. C'est son identité maintenant. Je n'utilise pas son prénom d'avant. C'est son identité. De la même façon que moi, j'ai une nièce qui est devenue mon neveu. Donc, j'ai une nièce, une femme transidentifiée. Je respecte ses prénoms. Je vais pas me lever le matin en disant ça me fait plaisir de la mégenrer d'aucune façon. Je trouve que c'est son identité, je le respecte. Là n'est pas la question. La question, c'est euh, que quelqu'un qui s'identifie comme femme euh, prennent la place d'une femme dans des compétitions sportives, que Oui, mettent en danger la sécurité des femmes dans les vestiaires, dans les toilettes, c'est là qu'il y a un problème, parce que quelqu'un dise je m'appelle Ginette, puis qu'elle demande qu'on l'appelle Ginette, je veux dire, c'est pas... Le problème n'est pas là, selon moi. Le problème, il est ailleurs quand il y a euh, autrement dit, pour revenir à ce dont on parle depuis le tout début, qui est la question des droits, le fait que quelqu'un demande qu'on l'appelle Ginette, ça m'enlève pas de droit à moi. Mais si Albert, qui s'appelle maintenant Ginette, veut occuper un espace qui est réservé à des vraies Ginettes, ben là, je considère que les droits des femmes sont atteints et c'est ça qui m'inquiète. Mais je qu'est-ce que comprends bien. s'appeler Ginette, c'est pas ça le problème. Oui. Il y en a une ici. Il y a beaucoup de questions. Ça a suscité beaucoup d'intérêt, notre entretien. Il y a beaucoup de questions. Je ne pense pas j'aurai le temps de toutes les poser, mais il y en a une, je ne résiste pas. Que diriez-vous d'un débat entre vous et Penelope McQuaid? Alors, en fait, je tiens à le préciser parce que c'est possible que Pénélope écoute l'émission en ce moment, on ne sait pas. Pénélope m'avait très gentiment invité pour parler de mon livre et d'ailleurs, tout le monde en parle aussi, m'avait invité pour parler de mon livre. Et est arrivé un truc qui est vraiment la pire affaire qu'on peut imaginer quand on lance son livre. J'ai eu la COVID et donc j'ai dû décliner les deux entrevues et de Pénélope et de Guilla. Par contre, il est absolument pas exclu qu'à un autre moment donné, en fait, on fasse une discussion. Par contre, ce que je considère que Pénélope et moi, on n'est pas sur la même planète idéologique. Ce que je reproche parfois à Pénélope, c'est de faire des entrevues qui sont plus des procès que des réelles entrevues. Euh, mais si elle me réinvite pour parler du livre ou pour parler de tout autre sujet, selon mes disponibilités, je serai tout à fait prête à le faire. Très intéressant. Je voudrais aussi poser une dernière question qui va intéresser particulièrement les gens qui nous écoutent en Europe. Est-ce que votre livre va être publié bientôt? Est-ce que vous avez des plans pour l'Europe? Alors, à la dernière foire du livre de Francfort, mon éditeur était présent pour parler du livre à différents éditeurs européens, parce que dans le fond, ça pourrait être en France, mais ça pourrait être, je pense par exemple à la Belgique où Jamila Benhabib est publiée, ça pourrait tout à fait être la Belgique, donc quelque part dans la francophonie européenne. Donc, comme on dit en anglais, stay posted, restez à l'écoute parce qu'on aura peut-être des choses à annoncer très bientôt. C'est très important pour moi parce que ce livre, celles et ceux d'entre vous qui l'avez lu, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de références aussi à l'Europe. C'est comme ça que je l'ai voulu parce que je considère que la, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe qui vont éventuellement arriver au Canada. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec qui vont éventuellement arriver en Europe. C'est pour ça que je voulais donner des exemples des deux côtés de l'Atlantique, parce que je pense qu'on a beaucoup de mise en garde à s'envoyer d'un côté à l'autre. Un Euh, phénomène qui est à peu près mondial, hein. Alors, ce que tu touches, ça touche beaucoup de sociétés. Je m'excuse, je dois donner le mot de la fin. On arrive à la fin du webinaire. J'aimerais te remercier sincèrement. C'était très intéressant, passionnant, tout comme ton livre d'ailleurs, que je recommande à tout le monde parce que vraiment, ça nous fait J'applaudis réfléchir Marie, c'était super bon. énormément. Je suis pas à veille, ton emploi à Cube n'est pas menacé par moi. Bon, alors on arrive à la fin. La vidéo de l'entretien d'aujourd'hui sera mise sur YouTube dans quelques jours. Vous recevrez un lien par courriel si vous voulez la revoir ou la partager.
Vous trouverez aussi nos webinaires précédents sur YouTube en tapant WDI francophone. Je vous rappelle que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site www.womensdeclaration.com. Notre prochain webinaire aura lieu le dimanche 2 mars à la même heure et vous recevrez une invitation par courriel. Merci à Sophie, merci à tous et à toutes et à dans un mois. Merci, WD. Merci beaucoup, Marie, tu étais super bonne. À très bientôt. Merci, au revoir.